Cabinet Estigia. Je suis également président d'une association de prévention santé active au travail. Je suis le co-rédacteur d'un des chapitres du livre Innovation RH qui a été élaboré et publié par le Lab RH l'été dernier. Alors, ce fameux cerveau. D'abord, ça va être à vous de jouer. On va faire un petit quiz pour voir un petit peu sur quelle base on part. Le cerveau pèse plus de 3 kg, vrai ou faux? Faux. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est faux, effectivement. Il pèse entre 1,3 kg et 1,4 kg. Le cerveau représente moins de 3% du poids humain, d'un être humain. Alors vous allez me dire lequel? On va dire un humain normal. Ouais. Effectivement, pour quelqu'un de 60 kg, c'est 2% du poids. 15% de la consommation énergétique totale du corps humain. C'est plus. Ouais. C'est combien? 80? 20? C'est entre 20 et 25% effectivement, bravo. Essentiellement sous forme de glucose. Et d'ailleurs, au passage, vous savez que grâce au cerveau, on peut maigrir la nuit. Ah bon? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis intéressée. Oui, je suis pas venu pour rien. Voilà. Le cerveau ne dort pas. Il fait autre chose la nuit. Ah oui, il rêve. Donc, pas que. Et on consomme 500 calories à dormir. Donc, tout dépend de ce que vous mangez le soir. Et vous pouvez donc perdre 4 kilos dans un mois, dans le premier mois, en dormant. C'est quand même pas mal, ça. Une fois adulte, le cerveau perd progressivement ses neurones. Vrai ou faux? Faux. Ah. Ouais. Vrai? Désespérant. Combien de faux, alors? Combien de vrais? Je veux croire que c'est faux. Ouais. Alors, tous ceux qui disent vrai avaient raison jusqu'en 2000. En 2000, quand je faisais déjà de la haute montagne à l'époque, on vous expliquait, oh là là, mais quand vous allez au-dessus de 6000 mètres, vous perdez des neurones, 7000 encore plus, etc. Et c'est pas grave, parce qu'il y en a des milliards. Et puis, en fait, depuis 15 ans, effectivement, la science a énormément progressé, et on sait que maintenant, le phénomène de neuroplasticité, de neurogénèse, refabrique des neurones tout au long de la vie. Attention. Ça dépend des stimuli. Rigole déjà, j'adore, c'est très bon, merci. Alors ça marche pas terrible. Pour refabriquer des neurones, ça marche moyen. D'accord? Ça marche mieux. Voilà. Donc, tout va dépendre de l'environnement dans lequel vous vous situez, etc. Le cerveau contient l'équivalent de 100 000 km de fibres. C'est énorme, hein? 2 fois et demi le tour de la Terre. Alors, quelques chiffres pour conclure ce quiz. 100 milliards, c'est environ le nombre de nos neurones. 10% sont connectés à la naissance, 90% à l'âge adulte. 100 000 km, on vient de les voir. 500 000 milliards de synapses. Donc, les synapses sont les petites fibres qui relient les neurones entre elles. Et 1 million de milliards de connexions synaptiques, donc sur l'ensemble des connexions neuronales. Et un dernier chiffre, 21, c'est le nombre de jours qu'il faut pour créer de nouvelles connexions neurocognitives dans un cerveau. C'est-à-dire, selon Abraham Maslow, pour passer de l'incompétence inconsciente à la compétence consciente. Ce qui veut dire quoi? C'est quand on illustre... Pardon? L'incompétence inconsciente, oui, l'incompétence inconsciente, c'est je ne sais pas, je ne sais pas. Un nouveau sujet. La compétence inconsciente, c'est tout ce qui est mode automatique chez nous, puisqu'on a 2 circuits neurocognitifs. Celui qui est automatique, le circuit routinier, des tâches qu'on a l'habitude de faire, des sujets qu'on maîtrise bien, rentrer chez soi en voiture, nouer ses lacets, etc., etc. Et puis on a le circuit d'apprentissage, qui nécessite évidemment des modifications chimiques et physiques dans le cerveau, et qui est douloureux. C'est pour ça que quand il faut apprendre quelque chose de nouveau, 1, ça prend du temps, 2, c'est douloureux, il y a une résistance à l'effort, et c'est pour ça que le changement, dans une organisation notamment, mais pas que, au niveau individuel aussi, c'est quelque chose qui est douloureux, qui est difficile, parce que ça réclame un véritable effort. C'est comme de graver un nouveau sillon.
Et si on ne grave pas son sillon chaque jour avec rigueur pendant au moins 21 premiers jours, ben on rebascule dans l'autre sillon, le sillon routinier. Alors voilà une illustration de ce que nous permettent les neurosciences aujourd'hui. On a toutes ces imageries qui sont... Alors, ce que vous voyez là, c'est une carte qui a été réalisée par le centre NeuroSpi. C'est une remodélisation statistique. Après, regroupement d'images. Et tout ça est assez récent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du siècle du cerveau, puisqu'on est vraiment à l'aube de nouvelles découvertes. On a déjà énormément progressé sur le sujet. Alors, les neurosciences, c'est une définition qui date des années 50, lors d'un congrès à New York. En 1971, il y avait 1500 chercheurs qui travaillaient sur les neurosciences dans le monde. Aujourd'hui, ils sont plus de 45 000. Il y a deux très très gros projets, l'un américain, l'un européen sur le cerveau. Il y a des très gros enjeux qui sont liés à ça, évidemment. La neuroscience, l'avantage de la neuroscience aujourd'hui, c'est que c'est une science dure qui vient valider finalement de façon certaine tout ce que nous proposait la psychologie sociale depuis 70 ans. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'organisations qui sont adeptes des sciences dures, et donc c'est pour ça qu'on a aussi un effet un petit peu plus waouh autour des neurosciences aujourd'hui. Alors la neuroscience, c'est aussi un phénomène économique maintenant. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont cotées au Nasdaq parce qu'elles travaillent sur les neurosciences. Ça fait l'objet, comme je vous le disais, de projets d'études très importants, notamment celui qui a été relayé à Davos en 2015. Et puis, les neurosciences, pour être un peu plus concret par rapport aux enjeux de formation, elles nous font pointer du doigt un certain nombre de blocages, ou en tout cas d'enjeux très forts, liés à des changements qui sont intervenus depuis 15 ans, que vous connaissez tous, mais je vais vous le rappeler. Et le principal enjeu, c'est l'attention. La nouvelle mine d'or dans ce nouveau siècle du cerveau, pour beaucoup de gens, c'est l'attention. Comment on va capter l'attention de nos clients? CF, l'effondrement des ratios de coût publicitaire versus efficacité. Comment on va capter l'attention de nos collaborateurs? Comment on va capter l'attention des gens qui travaillent? Comment on va capter l'attention des gens qui se forment? L'attention, elle est comme ce petit jerrycan en bas à droite. Un jerrycan d'attention. On a tous un réservoir d'attention chaque jour. Et au fur et à mesure de la journée, notre niveau d'attention va diminuer. Et plus on va consommer de façon inorganisée notre attention, plus ça va aller vite. Alors qu'est-ce qui fait qu'on consomme trop vite de l'attention dans la journée? Il y a plusieurs facteurs. D'une part, c'est le fameux multitâche qui fait partie des neuromythes. Le cerveau n'est pas multitâche. On n'est pas capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois. C'est pas vrai du tout. En fait, c'est comme un disque dur d'ordinateur. Le cerveau passe son temps à zapper d'une tâche à l'autre, y compris en quelques millisecondes. Mais ça l'épuise. Donc votre niveau d'attention diminue fortement. On reviendra sur un certain nombre de ces sujets tout à l'heure, rapidement, mais il y a un autre facteur clé vis-à-vis de l'attention, c'est le sommeil. Tout le monde, la plupart des gens, je crois que 85% des salariés français sont ce qu'on appelle en jet lag social. C'est-à-dire le jet lag social, vous savez ce que c'est? Non? Ben, c'est le fait de repousser son heure de coucher, d'endormissement, parce qu'on veut récupérer de la vie privée, personnelle, amoureuse, sportive, sociale, tout ce que vous voulez, familiale. Sauf qu'on a tous à peu près en général le même problème le lendemain matin, c'est que le réveil sonne toujours à la même heure. Et donc aujourd'hui, par rapport au début du XXe siècle, y compris même d'ailleurs la moitié du XXe siècle, la plupart des gens ont perdu entre 1 heure et 1 heure et demie de sommeil par nuit. Or, 1 heure de sommeil en moins, donc ça fait donc une dette de sommeil de 5 heures à la fin de la semaine, ça a pour effet immédiat de faire diminuer votre faculté de concentration et d'attention de 2 heures à une demi-heure de suite. C'est une augmentation de 66% des facteurs de stress. C'est une diminution très forte des facteurs décisionnels, c'est-à-dire de votre capacité à prendre des décisions. Donc on va revenir tout à l'heure sur la corrélation entre formation, cerveau et sommeil. Pour le dire autrement, on peut former de la meilleure façon qu'on veut tout le monde, mais si je n'ai pas mon cerveau qui est apte à travailler correctement dans la journée, ça va être un investissement à 10 minutes.
D'accord, donc il me reste encore 30 minutes, c'est ça? Donc, pour pouvoir apprendre, il faut pouvoir mémoriser. Pour pouvoir mémoriser, il faut pouvoir comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut pouvoir porter de l'attention. Donc, il faut travailler sur les facteurs d'attention. Alors, l'autre explication de la diminution de cette attention, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, c'est dérivé de la loi de Metcalfe, qui nous dit que mon père, dans les années 70, quand il était cadre, il faisait face à 1000 communications par an. Courrier, téléphone essentiellement. Aujourd'hui, on est à plus de 40 000, puisque le chiffre là, date de 2010, donc on est à plus de 40 000. Est-ce que le cerveau est capable de gérer 30, 40, 50 000 communications par an? Alors, je ne sais pas, il y en a probablement parmi vous qui connaissent le sujet, 300, 200 emails, 400 emails par jour. Ingérable. Personne ne sait faire. Le cerveau ne sait pas faire, ça l'épuise. À côté de ça, il y a un facteur clé et central vis-à-vis des neurosciences, c'est le rôle des émotions. Et c'est ce que nous enseignent aujourd'hui les neurosciences essentiellement. C'est que contrairement à ce qu'on a longtemps cru et qu'on croit encore beaucoup trop dans certaines organisations, c'est que l'être humain est tout sauf un être rationnel et qu'il n'est drivé, nous ne sommes drivés que par des émotions. Ah, il y a un chercheur, il y a plusieurs composantes de l'émotion, je vais un petit peu accélérer. Les émotions provoquent chez nous des sentiments, des réactions corporelles, de la motivation et de la cognition. Et on sait aujourd'hui que si mes émotions ne sont pas positives, ma cognition s'effondre. Pour le dire autrement et pour relier ce sujet aujourd'hui, si vous avez des gens qui ne sont pas bien dans leur qualité de vie au travail chez Sopra Steria, leur capacité d'apprentissage va rester très faible. Ça, c'est le diagramme de Damasio qui a publié ce fameux ouvrage en 1995, L'erreur de Descartes, où il réexpliquait justement que Descartes s'était trompé, que nous sommes tous des êtres des émotions, et on ne peut gérer un être humain qu'à travers ses émotions. Il y a 4 axes d'émotions, le désir, la détresse, la colère et la peur. Donc si on veut être dans une démarche de conquête et de progrès, il va falloir jouer à la fois sur le désir des gens, donc l'envie, merci Johnny et Joseph, et la colère. La colère, c'est une forme de mise en mouvement aussi. Puis à l'inverse, tout ce qui va générer du lien social et de l'amitié, on va plus être sur la détresse et la peur. L'être humain, il est animé par 2 moteurs, vous le savez. La peur de souffrir, émotionnellement, financièrement, physiquement, etc. Et puis la recherche de plaisir. La question, c'est est-ce qu'on met 50-50 ? En fait, l'être humain, il met 80% de son énergie sur le fait de ne pas souffrir. Donc les émotions influent fortement l'apprentissage via la mémorisation. C'est ce que rappelait un rapport d'OCDE en 2007 déjà. Un certain niveau d'émotions négatives perturbe, voire empêche l'apprentissage. D'où l'importance, qui n'est plus à démontrer, je pense aujourd'hui, de favoriser la qualité de vie au travail et d'être effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure dans le CCPA, mettre plus de plaisir dans la formation, plus d'envie, etc. Il me reste 5 minutes, c'est ça? À peine. Donc je passe là-dessus. Je vais rebondir sur ce que disait Boris tout à l'heure, sur les fameuses compétences hybrides. En quoi aujourd'hui les émotions nous aident à comprendre ce dont on parle, c'est-à-dire les compétences à venir chez un être humain au XXIe siècle dans l'entreprise. Alors on parle de compétences hybrides, pourquoi? Parce que le contexte, on le connaît tous, il est de plus en plus complexe, on vient d'en parler un peu. Puis on est dans un contexte de disruption forte, de plus en plus accélérée avec notamment le digital, donc de changements importants. Et donc le rapport Vision for Education 2015 et 2016 d'Adavos a défini un certain nombre de compétences nécessaires, donc la pensée critique comme l'a dit Boris, la résolution de problèmes, collaboration, leadership, curiosité, c'est la curiosité qui fait que, et le stress tue la curiosité, parce que le stress engendre de la peur, et la peur vous amène à vous recroqueviller, donc en termes d'émotion, ça tue la curiosité. L'adaptabilité, l'initiative et la créativité. Je vais terminer donc sur quelques slides, il m'en reste 3 ou 4 seulement. Ce que nous dit aussi le même rapport Davos, c'est qu'on va avoir des métiers, et vous le savez déjà, vous l'avez mentionné dans l'atelier CCPA, qui vont être de moins en moins orientés hard skills, parce que de toute façon, dans 5 ans, la plupart du temps, on ne sait pas très bien quels seront les métiers qu'il faudra exercer, donc on a intérêt à se focaliser plutôt sur
le soft skill. Et nous, au LabRH, en ce moment, toutes les demandes des grands groupes qui rentrent là-dessus, c'est sur ce sujet-là. Aidez-nous. Il y a un grand groupe français que je ne peux pas citer, mais voilà, qui met toute sa stratégie d'entreprise sur faire remonter les soft skills de ses collaborateurs. Il y a une étude qui a démontré que, enfin en tout cas qui a montré, je ne sais pas si elle l'a démontré, que la réussite professionnelle, la réussite d'une carrière et la réussite personnelle, ça dépend à 85% de sa capacité relationnelle versus c'est-à-dire son savoir-être versus son savoir-faire. Et donc ce que nous disait ce rapport il y a 3 ans, 4 ans, c'est que il faudra avoir de plus en plus de candidats avec des social skills intensive, c'est-à-dire cette capacité émotionnelle dans ce rapport avec les autres. Donc on est vraiment en train de faire rentrer l'émotion en entreprise, et il était temps. Alors, je termine sur les facteurs clés de succès pour la formation avec les neurosciences. C'est que pour apprendre et après agir, il faut d'abord savoir. Ça peut paraître bizarre, mais finalement c'est ce qu'on appelle la mémorisation du futur. L'apprentissage est aussi facilité quand on part d'un savoir préexistant, ce qu'on va appeler les prérequis. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec un quiz, pour voir quels étaient vos prérequis sur les cerveaux. Donc ça permet aussi une mise à niveau. Donc savoir pour comprendre, pour ensuite mémoriser. Les facteurs clés de la formation aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire, comment on favorise la mémoire des gens. Il y a un phénomène qui est lié à la mémoire, c'est l'oubli, donc c'est normal. Les reprises expansées pour favoriser la mémorisation des savoirs. Qu'est-ce que c'est la reprise expansée? Ça veut dire que une journée de formation ou 2 jours de formation, grosso modo, on sait tous, ça ne sert pas à grand-chose. On en garde 5%, 10%. La seule chose qui va favoriser la mémorisation, c'est effectivement ce cadencement, ce rappel, puis cette mise en mouvement très régulièrement. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui passent à un mix de présentiel pour lancer la formation, puis après de distanciel, de coaching à distance, des choses comme ça. La personnalisation des apports à chacun, alors ça je pense que nos startups vont nous en parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller effectivement de plus en plus vers des applications avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui vont être capables de comprendre comment fonctionne chacun de nous, quel type aussi de contenu et de façon de nous l'administrer fonctionne le mieux chez nous. La curiosité contre la peur, j'ai dit, le sommeil, j'en ai parlé, donc j'y reviens pas. Le mode focus diffus et la fin des injonctions paradoxales. Alors vous savez, vous connaissez tous ça. Il faut que tu sois performant et efficace, productif, puis en même temps il faut que tu penses à toi, que tu prennes le temps, etc. Donc ça perturbe aussi pas mal. Juste une chose sur l'oubli, ce sont des recherches qui datent déjà de la fin du 19e siècle avec Ebbinghaus, qui avait montré à l'époque déjà que si vous n'avez pas de reprise expansée régulière ici, votre courbe de l'oubli elle augmente énormément. Et au contraire, plus vous allez organiser des reprises expansées, plus vous allez pouvoir ancrer. Le mode diffus, le mode focus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait qu'on a 2 modes, je vous le disais tout à l'heure et je conclue là-dessus, Jean-François. Le mode routinier, le mode de changement. Et en fait, dans notre mémorisation, il y a 2 fonctionnements du cerveau qui sont très importants. C'est ce fameux mode focus, c'est quand vous utilisez davantage votre cerveau gauche, vous essayez rationnellement de comprendre un problème, de raisonner, de faire appel à vos connaissances préexistantes pour vous projeter dans ce nouveau chapitre ou ce nouveau domaine. Donc, il y a ce qu'on appelle des ensembles de neurones, ce qu'on appelle des chunks aussi, ici. Et on voit bien qu'ils sont très proches les uns des autres, parce que ça fait appel à des grappes de connaissances qu'on essaie toujours de relier à ce préexistant. Mais on sait aussi que pour mémoriser, et donc pour mieux apprendre, il faut aussi utiliser ce qu'on appelle le mode diffus, c'est-à-dire laisser son esprit vagabonder, lui laisser la possibilité de créer de nouvelles comme ça, connexions neurocognitives. Et il y a un très bon exemple là-dessus, c'est Dali, le peintre, qui, pour travailler sa créativité, en fait, s'allongeait dans une chaise longue avec une clé à la main. Il se laissait quasiment porter vers le sommeil et commençait à s'endormir. Et au moment où il s'endormait, son inconscient commençait à générer des idées. Et là, à ce moment-là, la clé tombait, puisqu'il s'endormait. Ça le réveillait, mais ça lui permettait de garder ses idées et sa créativité qui venait d'émerger. Voilà, alors pour le sommeil et les biorhythmes, je vais faire 15 secondes d'autopromotion. Il existe d'excellentes formations de 4 heures seulement sur ce sujet, c'est-à-dire gestion du temps et biorhythmes efficients. Je vous remercie.